changerait d'avis par rapport au match et tout, tu dis on s'en fiche du match, on va voir la pièce de théâtre. Non? Non? Je jette un petit peu d'œil parce que j'aime pas quand les gens arrivent après le début d'un film, ça me gâche complètement le film. Alors. Il y a plein de gens qui viennent pas. Tant pis, je vais dire. Le match, on peut le revoir alors qu'une pièce de théâtre et un film, on peut jamais. Parce que la règle du jeu sur grand écran, c'est hyper rare. Bien sûr. Moi, je dis ça, c'est pas vrai. Hein. Alors qu'un match de foot, il y en a encore un dans 2 jours. Allez, allez, on commence. Un championnat. Allez, on y va. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui. Bonsoir. Vous êtes venu assister à la projection de la règle du jeu de Jean Renoir. Alors, Jean Renoir, c'est qui? Un réalisateur. Très bien. Et Jean Renoir, c'est quoi? Un homme. Absolument. Jean Renoir, c'est un homme. Et Jean Renoir, c'est quand? Ah, c'est... 20e siècle, absolument. Alors, soyons précis, hein, parce que jamais trop précis dans la vie. Né à Montmartre en 1894, et il est mort à Beverly Hills en 1971, ce qui fait beaucoup. Et oui, ça veut dire qu'il a vécu vieux, genre 80, bon, je sais pas combien, bref, plein d'années, voilà, de cinéma. Alors, Jean Renoir, c'est le deuxième fils de Auguste Renoir. Alors, Auguste Renoir, c'est qui? Le peintre. Et c'est quoi? Un homme. Un homme, oui, bien sûr. Mais l'impressionnisme, voilà, c'est l'Oise, c'est Cagnes-sur-Mer. L'impressionnisme, c'est des taches de couleur qui deviennent des formes, qui deviennent des femmes, ou des balançoires, des déjeuners sur l'herbe, c'est le déjeuner sur l'herbe. Alors, Jean, c'est donc le cinéaste fils de peintre, qui est donc 24 images à la seconde, qui deviennent des films, qui deviennent des chefs-d'œuvre. Jean Renoir, c'est Jean Gabin, c'est Michel Simon, c'est Simone Simon, c'est Éric von Schloon, c'est La bête humaine, La chienne, c'est La grande illusion, et c'est bien sûr La règle du jeu. Voilà. Alors, La règle du jeu, c'est 1939. C'est les laboratoires Pathé à Joinville-le-Pont. C'est l'histoire d'André Jurieu qui est amoureux de Christine de la Chênaie et qui, par amour pour elle, veut devenir elle-même est mariée à Robert de la Chênaie, qui lui a une maîtresse qui... Oui. Wikipédia soi-même s'en prend les pieds dans le tapis. Alors, point de mots, laissons tomber l'histoire, passons directement à 3006 mètres de pellicule sublime, 108 minutes de pur cinéma, la règle du jeu. Bonne projection.
pour vous lire cette très belle citation de Beaumarchais. Cœur sensible, cœur fidèle, qui blâmez l'amour léger, cessez vos plaintes cruelles. Est-ce un crime de changer? Si l'amour porte des ailes, n'est-ce pas pour voltiger? N'est-ce pas pour voltiger? N'est-ce pas pour voltiger? Alors, Beaumarchais, c'est cet auteur du XVIIIe qui a comme annoncé la Révolution française, donc un monde qui s'effondre, comme en 39, un monde qui va s'effondrer, pour le parallèle, notamment grâce au mariage de Figaro. Ça, c'est un thème qui est repris juste après par Mozart, merci madame, grand compositeur autrichien comme Nora Gregor, l'actrice principale du film, qui en plus d'être autrichienne était juive, mais ça évidemment on n'en parle pas en 1939, et qui était mariée au prince Ernst Rüdiger Starnberg, qui était vice-chancelier autrichien et qui avait fui l'Anschluss au moment de l'Anschluss. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, comme Verlaine, que la musique est bonne, que de la musique avant toute chose. Donc, réécoutons, si vous voulez bien, si tu peux mettre remets Mozart. Réécoute Mozart. D'orchestre, c'est vrai. Ça me fait penser à une scène très belle de direction d'orchestre qui est dans le film, et comme il se trouve que... Alors, il y a eu une brocante là, la semaine dernière, j'ai trouvé un truc génial, l'avant-scène, avec tout le scénario, c'est un truc qui n'existe plus, l'avant-scène, ils le font plus, c'était génial, c'est dommage, avec tout le scénario du film, des photos, je vous montrerai après si vous l'avez envie, faut que vous aurez vu le film. Je vous lis une scène qui est très belle, qui est une scène d'orchestre. On cadre de biais une porte-fenêtre en plongée rapprochée. Octave paraît, suivi de Christine. Octave. Son père est passé devant nous sans nous regarder. Il rit. Oh. Et nous sommes allés nous cacher derrière la porte. Naturellement, les musiciens étaient déjà tous debout, n'est-ce pas? Il se retourne vers elle, en plan rapproché poitrine, de dos, puis regarde vers le rideau. Il ouvre les deux battants pour sortir sur la terrasse, en plan américain. Christine, en amorce, passe vers lui. Octave. Et là-dedans, dans la salle, ça applaudissait, hein, ça faisait un raffut. Christine, l'atmosphère d'écran chour. Elle est autrichienne. On le reprend arrivant en légère contre-plongée devant le perron, face à la caméra. On cadre le bas des marches. Octave. Il a pris la baguette des mains du premier violon, comme d'habitude, et comme dans un rêve, grave, il salue, se retourne, fait mine de diriger un invisible orchestre. Plan moyen large sur Octave de dos, qui dirige. Puis, j'ai une idée. Parce qu'en fait, à la fin de cette scène, il est habillé en costume d'ours. Il se trouve que le costume, je l'ai. Voilà. Alors, je vais le mettre, comme ça vous comprendrez mieux la fin de la scène. Et puis, avoir un costume d'ours en 39, c'est pas banal. L'ours en 39, c'est Berlin, alors forcément,
C'est original. Christine. Octave. Elle est autrichienne. Octave. Oh, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Je suis actrice. Premier prix de tragédie au Conservatoire national d'art dramatique. En fait, j'ai voulu être actrice quand j'ai vu cette scène-là, de la règle du jeu. C'est ça qui a tout décidé. Parce que j'adorais Jean Renoir, enfin à l'époque je ne connaissais pas vraiment, mais je l'ai découvert. Et j'ai trouvé cette scène géniale, parce qu'à la fois il est bouleversant, il est pathétique. Parce qu'il est comme ça, tout seul, et puis il essaie d'enlever son costume, il n'y a personne pour l'aider. C'est tragique. C'est un mec qui n'arrive pas à trouver sa place. Moi j'étais adolescent, je ne trouvais pas du tout ma place, pas du tout. Notamment dans les histoires d'amour, une catastrophe. Je ne me sentais pas très désirée. Alors que je désirais beaucoup désirer. Et je désirais encore plus être désirée. Je me sentais indésirable. J'avais des histoires d'amour, hein. Enfin, je tombais amoureuse, quoi, de tous mes profs de théâtre. J'étais un peu leur esclave. J'ai même eu une petite histoire avec un de mes profs de théâtre. Ça n'a pas duré, parce qu'il était quand même un peu marié. Et j'ai même eu un coup de cœur pour une prof de théâtre. Je l'adorais, j'adorais comment elle me regardait, comment on se regardait, j'avais l'impression d'être elle. Il y a une image comme ça hyper bien. Tu peux mettre l'image du miroir, s'il te plaît? Dans le film. Regarde. Oh, dis donc, t'es rapide, toi, hein? C'est l'image, regardez comme elle se regarde à travers les miroirs. Stukken en spiegel, comme dit Bergman, vers les miroirs. Elles finissent par se ressembler. Vous avez vu, la même coiffure, même profil. J'adore. Bon, je vous raconte cette histoire. Comme ça, vous la connaissez, vous cherchez plus à comprendre quand vous voyez le film, et puis on enchaîne. Alors, l'histoire, c'est un peu comme chez Marivaux. C'est à la fois simple et compliqué. C'est A qui est amoureux de B. B est amoureux de C. C'est le frère de D qui doit épouser A. Le bordel. Mais le tempérament. Alors, la règle du jeu, c'est l'histoire, écoutez bien, d'André Jurieu. André Jurieu, c'est un aviateur. Et quand le film commence, il vient de traverser l'Atlantique. C'est un héros. C'est le héros. Voilà. Il l'a fait pour une femme, Christine de la Chênaie. C'est l'Autrichienne que je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai le costume, si vous voulez. Je vous montre la table. Et il aime vraiment d'un amour hyper sincère. J'ai mis une légende, le cœur là c'est amour sincère. Je dis ça parce que c'est super important, c'est ce qui va le perdre en fait, l'amour sincère. Elle se laisse séduire évidemment, c'est séduisant, et elle se laisse séduire un peu du bout des doigts, parce qu'elle est mariée avec Robert de la Chênaie. Robert il est juif, enfin dans le film Montimétec, mais ça c'est en 1939, on n'en parle pas. Et il a une terre, des maisons, une femme, et donc une maîtresse, absolument. Mais oui, soyez honnête, il a une maîtresse, bien sûr. Geneviève. Celle qui joue Geneviève, c'est Mila Parelli. Je l'adore. Dans la vie, si je pouvais, je voudrais être Mila Parelli. C'est pas du tout moi. Hein. Elle est grande, très mince, très racée, brune, et elle a un regard ténébreux. Vraiment, elle est comme ça. Les gens disent qu'elle était tellement belle et bonne comédienne qu'elle aurait dû jouer le rôle de Christine. Moi je dis, si Renoir a choisi, le patron a ses raisons. Et elle est belle, mais elle est malheureuse. Comme quoi ça suffit pas. Alors, il y a un autre personnage, c'est Octave. Octave, c'est le grand ami d'André. Et en même temps, Octave, c'est le frère de lait de Christine. Voilà. Alors là, j'ai mis B pour biberon, parce qu'ils sont frères de lait. Le père de Christine voulait que Octave prenne sa suite, soit chef d'orchestre comme lui. Mais ça n'a pas vraiment marché, et aussi qu'il soit éventuellement son gendre. Et comme Octave, il est un peu... Oh, laisse-moi. Alors, le personnage suivant, c'est le château de la Collinière. Alors ça, c'est le château du marquis de la Chênaie.
C'est un relais de chasse, avec des terres tout autour. C'est là où tout le monde veut se retrouver pour venir chasser. Et c'est là que va se passer le cœur du film. Voilà, au château de la Collinière. Il y a un mois, j'étais en Angleterre, et il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en anglais, gaming, ça veut dire jouer, et ben ça peut vouloir dire aussi aller à la chasse. Ça me fait réfléchir. Bref, à la Collinière, on fait des battues, on tire des faisans, des poules d'eau, tout ce qu'ils veulent, et évidemment des lapins, des lapins, des lapins. C'est en Sologne. Vous savez où c'est la Sologne? Attendez, je vous montre parce que je me suis acheté une carte pour la réponse. J'adore les cartes. J'en ai acheté une. Et je sais que ça a l'air vieillot parce que maintenant on a des EPS, mais je m'en fiche complètement. Et alors la Sologne, c'est où? Hein? Orléans, absolument, c'est là. C'est là la Sologne? Je sais pas si c'est pas un peu avec Tours, entre Orléans et Tours, non? Hein? Tours, c'est la Touraine. Même. Donc c'est là, quoi. Là, c'est Paris. Là, c'est Tourcoing. Ça n'a aucun intérêt. Non, je sais, ça va. Mais dans le film, à un moment, il dit il y a la Collinière. Oh, bah nous, on a fait le trajet en 8 heures. Et elle dit oh, quel exploit. Mais maintenant, c'est un exploit. En passant par Paris. Et voilà, 8 heures maintenant, c'est le temps qu'on mettrait. Par exemple, moi qui viens de Paris, j'ai fait Paris-Villéréal en 8 heures. Alors attendez, c'est où Villéréal? Merde, ils n'ont pas mis. Ils ont mis Castillonnès, ils n'ont pas mis Villéréal. C'est dégueulasse. Il faut faire un procès à IGN. Franchement, le seul. Mais il n'y est pas. Montpellier, il y a toi. Oh là là, Dieu soit loué, ils l'ont mis. Thanks God. Et alors, le Tour de France, il commence à. Comment on trouve le Tour de France? Noirmoutier. C'est en Bretagne, non? Non, là. Ah là, mais c'est le truc, il ne faut pas dire Bretagne quand. Oh là là, ça peut finir en prison. Mais c'est une île. Ils ne partent pas d'une île, c'est à vélo presque. C'est là. Il y a écrit île, ils sont à vélo. Ils font pas tout le tour de la France en fait à vélo. Des fois, ils prennent le train. Vous plaisantez. Des fois, le Tour de France, il a commencé en Angleterre. Oui, c'est ça, une fois j'ai entendu ça, je me suis demandé comment elle faisait. Franchement, c'est une mascarade. Je vous le laisse. Non, mais franchement, ils prennent le train. Mais pourquoi? C'est absurde. C'est complètement. Et là, ils vont faire comment? Il y a le passage de quoi? Ah, c'est quand c'est à marée basse et tout. Faut pas se couper les derniers parce que ça monte et tout, les gars. Ils sont au fond. Je peux vous laisser le replier, je suis nulle pour replier les cartes. Pas du tout les. Alors, il y en a aussi qui est à marée basse, donc qui doit passer par faire un détour pour passer par Christine, c'est André. Parce que André, il ne peut pas passer directement par Christine parce qu'à cause de son mari. Et du coup, ça va vous y arriver? Non. Enfin. Ah merci. Vous n'abîmez pas parce qu'il l'engage au château pour être valette. Et parce qu'ils sont très proches, les deux. Voilà. Et même très très proches, on peut dire, ils sont vraiment intimes. Il y en a un autre avec qui il n'est pas proche du tout, c'est Chouma. Parce que Chouma, il est garde-chasse. Et l'autre, il est braconnier. Alors forcément, c'est la haine. Et en plus, il drague un peu sa femme, Lisette. Et comme elle n'est pas complètement indifférente, c'est pas super la pêche. Et le dernier personnage, c'est Saint-Aubin. Lui, c'est un personnage très élégant, très la France d'en haut, quoi. Et lui, il courtise beaucoup Christine, qui elle-même est courtisée déjà par Octave et puis par André. Et comme dans la vie, il y a une espèce de règle absurde, mais qui est comme ça, qui est que tout le monde courtise ce que tout le monde courtise, parce que tout le monde désire ce que tout le monde désire. C'est comme ça. Donc Robert recourtise sa femme, de fait, puisque tout le monde la veut, il la reveut. Et du coup, il délaisse sa maîtresse, qui elle est très malheureuse, donc belle mais malheureuse, CQFD. Et donc elle lui court après, l'autre elle lui court après, il se court après, là aussi il se court après en bas, enfin, une espèce de truc, ouais, c'est un peu le. Pour ça que je vous le raconte, donc après vous comprenez un peu. Sinon c'est un bordel pas possible. Mais je les adore. Tous les personnages sont hyper attachants. Et j'ai presque tous les costumes. C'est vrai, il faudrait être tous. Moi je les aime. Toi tu voudrais être lequel? Saint-Aubin, ah mais la France d'en haut. Ne t'aime pas, c'est grande. C'est élégante. Ouais. Moi je voudrais être tous parce que j'arrive pas à choisir à cause de mes neurones miroirs. J'en ai beaucoup trop. Envahi. C'est ce que c'est les neurones miroirs? Parce que c'est les neurones miroirs? Vous connaissez les neurones miroirs?
Vous connaissez? Oui. Allez-y, dites, c'est quoi? Je ne pourrais pas expliquer. Ah bon? Vous connaissez pas les autres? C'est hyper intéressant. Je vous en parle parce que franchement, c'est un truc génial. Dans les années 90, il y a un primatologue qui a découvert chez les bonobos, les singes là, que si on fait un geste, on met en route nos neurones. Si vous regardez faire ce geste, quelqu'un faire ce geste, vous mettez en route 20% de vos neurones, alors que vous n'avez pas bougé. Hein. Ça veut dire que physiquement, vous êtes en empathie. Comme si votre corps ne savait pas quelle était la limite entre le vôtre et celui de l'autre. Le primatologue qui l'a découvert, il s'appelle Bernardus Maria de Waal, et il dit « Nous avons la capacité d'habiter le corps des autres ». Il est néerlandais en fait, mais je ne sais pas très bien l'accent néerlandais. Ouais, c'est hyper... Je vous donne un exemple, vous allez mieux comprendre. Alors attendez. Alors, ceci est un citron. Attention. 1, 2, 3. Voilà. Vous avez des neurones miroirs, par exemple. Ben oui, parce que vous me regardez, bah ouais, alors vous n'avez pas mangé le truc. Mais ça me rassure, je me sens beaucoup moins seule. C'est vrai. Les autres, je ne sais pas s'ils en ont. Ou alors ils ont des neurones, mais à l'intérieur. Très miroir sur eux-mêmes. Et après, vous voyez, je vous regarde et ça me réveille d'un coup tous mes neurones miroirs et votre visage devient le mien. Enfin, j'en ai vachement des neurones miroirs. Ça fait comme un vide identitaire. Là, je ne sais plus qui je suis, je ne sais plus à quoi je ressemble. Allez, je repasse au noir et puis... Bon, allez. Lim, tu veux bien remettre le film, s'il te plaît? Oh là, c'est il est énorme son micro. À l'époque, la radio, c'est vraiment le média. Ça se voit à la tête du micro. On devrait faire de la radio, moi aussi. On m'a dit qu'il y avait une voix. Allez, je regarde la vidéo. Elle veut passer les barrages. On prend la mise en match de foot. On ne passe pas. Attendez. J'ai écrit un truc, pardon. J'ai écrit un truc. Parce qu'on a déjà un peu une voix, alors je voulais faire un peu de radio. Et je voulais proposer une petite audition à Eurosport, pour faire envoyer la semaine dernière. Et j'ai fait un commentaire sportif sur une scène de la règle du jeu, qui me dit c'est original. Vous allez voir ce que vous en pensez. Alors, tu peux mettre la scène du couloir, s'il te plaît? Attends-moi, je suis pas prête. Attends-moi. Ok. Voyez. 3, 2, 1. C'est le jour du derby et les deux équipes se saluent lors du protocole. Maillot à cravate pour l'équipe à domicile et maillot à damier pour les visiteurs. Les conditions sont idéales, ça va être un très 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 joli match. Voilà, dernières embrassades, salut. Merci. Bonsoir, merci. Et discussion entre Jacques et la Bruyère. Dis-moi avant de te coucher, je voulais te demander, qu'est-ce que c'est l'art que tu étudies, ton art précolombien? C'est l'étude de la civilisation américaine avant l'arrivée de Christophe Colomb. Ah oui, les histoires de nègres. Mais non, madame, il n'y avait pas encore de nègres en Amérique. Tiens, mais qu'est-ce qu'il y avait alors? Mais des Indiens? Ah oui, évidemment, suis-je bête? Buffalo Bill. L'engagement sera donc pour les visiteurs. Et la Bruyère rejoint son camp en saluant le corps arbitral en première ligne. L'inverté, le sud-américain se serre la main. Attention, la femme de champion, une entrée fulgurante et remonte le terrain en courant. On voit près de l'ampute les deux piliers, Robert et l'inverti qui accueillent la Bruyère comme un ruc. Et pause. Vous l'avez vu là, le personnage qui est passé là? C'est l'inverti. Je vous en reparle tout à l'heure, je l'adore. Allez, hop, on est reparti. Les hymnes des deux équipes seront interprétés par Berthelin et son traditionnel corps d'harmonie. Que les sportifs sont superstitieux, regardez André qui se déchausse afin de fouler la pelouse pieds nus avant chaque match. Tentant de repasser en phase défensive. Regroupement de Robert, le corniste, l'escrimeur. Tentative de passe. Hop, un oreiller vol. Arbitre, s'il vous plaît, déstabilisez un moment. Robert reprend sa course et traverse le champ pour passer flanc gauche. Oh là là. Profitons de ce ralenti pour voir le mouvement parfait. On se régale. C'est très, c'est beau. D'un même mouvement, premier contact viril mais propre entre Robert et Charlotte,
mais aussi entre Octave et Christine, alors que ce dernier semble très clairement hors jeu, hein, là, on ne dit rien. Profitant de la percée d'un domestique, Saint-Aubin de la France d'en haut surgit de la ligne des fonds pour saluer Christine. Et voilà, hors du champ arbitral, on remarque au fond règlement de compte entre Octave et Charlotte qui vont disparaître. Bravo, dernier salut, et dans un geste final qui ne manque pas de panache, Robert entre dans l'embrasure de la chambre de sa femme pour, tout capitaine qu'il est, la réconforter et la féliciter sur sa capacité à gérer une situation sur un terrain aussi glissant que celui-là. Waouh! Oh, quel geste! Waouh! Très, très, très beau. Un vrai capitaine. Un match sublime. J'ai fait du rugby. J'ai été talonneuse d'or. 2 années de suite. Talonneuse, c'est une personnalité. C'est... comment dire? C'est une... Faut pas avoir peur du collectif, d'être au fond, comme ça, d'être même un peu flou dans le groupe. Il y a un personnage dans la règle du jeu qui est flou, que j'adore et que j'ai remarqué. Tu peux mettre l'image de l'invité avec Robert au début. Voilà. Vous voyez? Géo Foster. Dans le générique de l'avant-scène, là, ils l'ont appelé l'inverti. C'est comme si on mettait PD sur un générique aujourd'hui, ça se ferait pas. Ça s'appelle LGBT du tout, comme manière de penser. Et ben ils l'ont mis. Enfin, c'était en 39. C'est une autre histoire. Lui, là, Géo Foster, je l'adore. Je l'avais remarqué. Et il y a 1 mois, à peu près, j'étais dans un train qui m'amenait à Londres. Et j'ai eu un coup de fil d'un homme qui s'appelle Sylvestre Condette. Sylvestre Condette me dit qu'il est le petit-fils de Géo Foster. Alors il m'a parlé de son grand-père, qui était un être hyper délicat, raffiné, doux, assez discret. Et lui-même au téléphone, Sylvestre Condette, il était assez discret. Et il m'a dit, oui, mon grand-père il a tourné, mais c'était toujours des petits rôles. Et puis dans la règle du jeu, il y a juste 1 ou 2 scènes. Comment ça, il y a 1 ou 2 scènes? Mais pas du tout. Cet homme-là, il a plein de scènes, il a des gros plans, il est génial. J'ai regardé, il a une fiche Wikipédia. Hein. Dans la fiche Wikipédia, on voit plein de trucs. Il a tourné dans les grands films de l'époque. Hôtel du Nord, L'assassin habite au 21, avec Clouseau, avec l'autre misogyne, là, un peu collabo. Guitry, il tourne avec Guitry, avec Rémillon, il tourne avec plein de gens. Il est génial. Regardez ses mains. Il était pianiste. Il a été l'accompagnateur de Damia. Damia, la chanteuse réaliste. Il a composé des musiques, comme La Voilante du pauvre Jean. Et pour des rien qu'un instant, la Voilante du pauvre Jean, que les femmes n'aimaient pas, mais n'oubliez pas, dans la vie y a pas de morale, qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour, on n'est rien du tout, on n'est rien du tout. C'est lui qui l'a composé. Il n'est pas crédité pour ça. Il n'est pas crédité non plus dans plein de films qu'il a joué. Ils oublient son nom. Dans l'avant-scène, l'inverti s'appelle Roger Foster, c'est le nom de son frère. C'est hyper bizarre, comme s'il ne voulait pas laisser de traces. Alors qu'il y a des gens qui ont fait un blog, parce qu'ils cherchent à savoir si Géo Foster a existé. Non mais, parce que Mona Lisa a existé. Géo Foster. Alors moi je me dis, mais si Géo Foster a existé, mais est-ce que moi j'existe? Est-ce que vous existez? Est-ce que dans 4 générations, on va parler de moi? Il y a 1 mois, à Drouot,
Il y a un portrait de lui qui s'est vendu. Son petit-fils a voulu l'acheter, mais ils sont arrivés trop tard. C'est-à-dire que cet homme-là, qui ne voulait pas laisser de traces, il est devenu, je sais pas, comme une œuvre d'art. Sa vie est devenue une œuvre d'art. Moi, je trouve ça me touche. Et en plus, comme je connais son petit-fils, c'est celui dont je suis le plus proche, parce que je suis à 2 poignées de main de lui. J'adore. Je l'ai rencontré parce que j'ai donné des cours, j'ai un cours à Paris de théâtre, et j'ai donné des cours à la fille de Sylvestre Condette, Sophie Condette. Je lui avais donné une scène à jouer, une scène de la règle du jeu, par hasard. Et c'était la première scène de l'intervieweuse, j'adore cette scène. Et elle regarde le film, et elle se rend compte que Géo Foster est son arrière-grand-père. Ça, il faut avoir envie de croire au hasard. Il m'a écrit Sylvestre, chez Marie-André, parce que je dors chez Marie-André. Une prochaine fois que les autres. Alors. Trop mignon. Il m'a envoyé plein de trucs. Là, c'est la couverture de la nouvelle édition française. C'est un magazine de cinéma. Jean Renoir commence la réalisation de son dernier film, La règle du jeu. Trop bien l'image. Beau. C'est un article sur le cinéma qui date de 1939. C'est assez original, c'est un, non? Original. Waouh, ça c'est une lettre de Jean Renoir. Enfin, à Monsieur Tixier-Vignancourt, directeur de la radio et du cinéma, 14 août 1940 à Cagnes-sur-Mer. En août 40, Tixier-Vignancourt, c'est le responsable de la censure sous Vichy. Monsieur le directeur, j'ai en Amérique 2 très bons amis, Monsieur de Rochemont, qui avec son frère dirige la March of Time, et Robert Flaherty, l'auteur de Nano Christmas. Ils collaborent au service cinématographique de l'État de Washington. Ils insistent vivement pour que j'aille faire un film en Amérique. Ce sont des gens sérieux et de sincères amis de la France de 40. Il est parti après aux États-Unis en venant faire des films et vivre là. Je leur ai répondu que je devais m'en remettre à votre décision. Ils ont l'impression que la production cinématographique ne pourra pas repartir chez nous avant plusieurs mois. La guerre. Je me permets de vous donner mon sentiment à ce sujet. Ici, sur la Côte d'Azur, le spectacle est lamentable. À côté de certains de mes camarades, véritables professionnels, la racaille que vous connaissez continue à s'agiter. Et je n'entrevois pas encore les moyens de les éliminer. Le moyen de les éliminer. La seule chance de faire un film proprement, c'est de trouver un commanditaire en dehors de ces gens-là. Ce n'est pas commode. Et même dans ce cas, il faudra bien passer par des indésirables pour avoir un studio et des moyens techniques. Je n'ai pas encore de réponse de mes amis de Rome. Je viens de faire un film en Italie. Je suppose qu'en ce moment-ci, ils doivent avoir d'autres préoccupations. Vous êtes le responsable de notre métier, c'est à vous de dicter ma conduite. Je vous prie de croire, monsieur le directeur, à mes sentiments de parfait dévouement. Jean Renoir.
Cannes-sur-Mer. Spectacle. Lamentable. La racaille. À éliminer. Un. B. Vas-y. Ah. La France. France de 1940. Cannes-sur-Mer. Tiens, viens. La Côte d'Azur, tiens. C'est où le chien? Là, le chien. Le chien. Petits amis de robe. Tiens, pour finir les frontières. Là, frontière. Terrestre. Et en ce moment, en Italie, il y a une frontière. Dans la mer. Je ne veux pas de grillage, je ne veux pas de lapin. Arrangez-vous, mon ami. Octave, oh, laisse-moi. Dis-moi, Marceau, est-ce que tu n'as jamais eu envie d'être arabe? Oh, bien sûr que non, monsieur le marquis, pourquoi ça? Ah, mais ce sont des histoires de nègres. Mais non, il n'y avait pas encore de nègres en Amérique. Ah bon, mais qu'est-ce qu'il y avait? Mais des Indiens? Ah oui, suis-je bête? Qu'il fallait en mille. Rien de cité vous parle. Il est exactement 22h, 10h. Nous venons d'arriver sur l'aérodrome du Bourget où la foule s'est amassée pour accueillir le grand aviateur André Jurieux qui vient de réaliser une performance étonnante. Il vient de traverser l'Atlantique en 23 heures. Performance qui n'a d'égal, mes chers amis, que celle réalisée il y a plus de 12 ans par le grand Charles Lindbergh. Mais le voilà, le voilà. La foule essaie de se effrayer. Un passage parmi les gardes mobiles, nous allons essayer d'en faire autant. Non, madame! On ne passe pas, c'est défendu. On ne passe pas. Je ne veux pas de grillage, je ne veux pas de lapin. Arrangez-vous, mon ami. Oh, oh! Destruction de lapin. Oh, oh! À propos de juifs. Avant de venir ici, j'étais chez le baron d'Épinay. Je veux vous dire que là, il n'y en a pas, hein. Oh, oh! Le comte de Vaudois n'était pas un métèque, hein. Oh, oh! Oh, oh! Lapin! Lapin! Youpa!
Feu! Élise, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien m'apporter le corps? On va commémorer la mort du lapin. Arrête la musique, s'il te plaît. Merci. Voilà. Quand j'étais adolescente, je me demandais souvent si j'étais assez juive. Il y a quelques mois, mon amoureux m'a répondu, poser la question, c'est déjà une réponse. Villeréal, le 10 juillet 2018. À Monsieur Jean Renoir, réalisateur français. Cher monsieur, je suis une grande admiratrice de vos films. Ils ont fait de moi une actrice. Je les ai aimés follement, aveuglément, tendrement. Je vous en remercie. Mais en lisant cette lettre que vous avez écrite le 10 août 1940, j'ai été déçue. Très déçue. Je sais qu'on écrit une lettre à une époque et dans une société et que tout le monde a ses raisons. Mais tout de même. Il n'est là pas question de politique, si, mais d'humanité, d'êtres humains. Moi aussi, je vis dans une drôle d'époque où des gens, fuyant la guerre, s'amassent aux frontières comme des animaux pris au piège.
Dois-je pour autant les traiter d'indésirables? Faire un film ou un spectacle, c'est peut-être fuir le monde ou le regarder un peu mieux. Aujourd'hui, j'ai vu l'homme un peu moyen que vous avez sans doute été. Et vous m'avez donné envie de regarder cette drôle d'époque où moi je vis. Alors je suis venue vous dire que aujourd'hui, je suis juive, je suis actrice, je suis amoureuse, et que vous, monsieur Renoir, je vous quitte. Au revoir. Je ne vais pas projeter le film.